Bonjour à tous, bienvenue. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Please have a seat. We will. Veuillez prendre place. Nous allons débuter incessamment. Il reste encore quelques personnes Bon matin, merci d'être là. Thank you very much for being here. Merci beaucoup d'être là. Je suis président du Centre de recherche pour le développement international et c'est un grand plaisir de vous accueillir ce matin pour ce qui promet être une très intéressante conversation entre des chercheurs, le public et notre modérateur. My name is Jean Lebel. Je m'appelle Jean Lebel et je suis le président du CRDI, Centre de recherche en développement international, et c'est mon plaisir de vous accueillir ce matin chez nous, à l'administration du CRDI, à cette conférence qui promet d'être très intéressante avec dialogue entre nos panélistes et vous, des gens qui viennent de l'étranger, qui travaillent sur des questions importantes. La discussion sera modérée par Rock Sanders. Voici quelques propos par voie d'introduction. Tout d'abord, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas les deux langues officielles, il y a à votre disposition l'interprétation simultanée. L'un de nos analystes fera son exposé en français. Le canal 4 et le français sur le canal 5. Secondly, deuxièmement, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à l'équipe de CIPAC qui va diffuser sur la présente conférence, et bienvenue aussi à l'auditoire sur Internet qui assiste par la diffusion sur Internet. C'est un sujet qui nous affecte tous. La sécurité dans nos villes. Nous n'avons pas besoin de vivre à l'étranger pour savoir que c'est un enjeu du jour. Mais lorsque nous allons à l'étranger, nous découvrons parfois que notre situation en est une de confort relatif parmi ce qui se passe ailleurs. Je ne vous inonderai pas de statistiques, d'informations de fond. Il s'agit de quelque chose que nous connaissons déjà. Et nos panélistes sont beaucoup plus au courant que moi, et plusieurs d'entre vous être déjà très bien informés. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte de l'urbanisation qui se fait dans le monde en ce moment. Il y a maintenant plus de 50% de la population qui est urbaine, avec plus de 450 villes de plus d'1 million. Il y a des défis qui se présentent. L'un de ces défis, c'est la sécurité. Si vous n'êtes pas dans une ville sûre, cela signifie que vous allez être affecté, du moins potentiellement, dans votre vie au quotidien, dans votre travail, dans votre accès aux services de santé et aux services d'éducation. Au final, si votre ville n'est pas sûre, c'est facile de comprendre et c'est connu de tous que cela va avoir une incidence sur le développement, et c'est ce que nos chercheurs cherchent à comprendre. Malgré que nous connaissions ça intuitivement, des recherches et les données là-dessus sont limitées pour bien comprendre quelles interventions pourraient fonctionner ou ne fonctionnent pas et comment développer ces interventions. C'est ce qui sera l'objet de la recherche des équipes que nous commanditons dans des vraies villes, dans des conditions réelles, avec des gens réels, et ce que j'appellerais dans un laboratoire vivant. Bon, ils vont documenter ce qui mène à la violence et ces problèmes de sécurité, analyseront les interventions en cours ou en développeront d'autres, tâcheront de trouver des constatations communes et spécifiques pour application plus générale ailleurs, pour atteindre une situation meilleure pour les populations de ces villes, populations dans toutes nos sociétés. L'élément intéressant de cette recherche, c'est que ce n'est pas le CRDI seul qui l'appuie. Ce n'est pas rendu possible seulement par le CRDI. C'est un programme où nous avons joint nos forces avec le ministère du Développement international du Royaume-Uni. Je veux reconnaître leur présence ici et reconnaître aussi leur appui.
de plus en plus, il s'agit de notre façon de faire nos affaires dans la recherche pour le développement. Nous nous unissons. Deux agences ressemblent avec des objectifs communs et une participation active des deux pour avoir des ressources plus amples permettant une plus grande recherche comme celle que nous commanditons. Ce matin, nous allons entendre 3 des récipiendaires sur 15 projets financés. Et avant de commencer, j'aimerais demander à toutes les équipes qui sont ici depuis le début de la semaine à se lever et pour que l'on reconnaisse qu'ils travaillent dans ce domaine critique. Veuillez vous lever. Ils viennent des Amériques, de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient. Alors les voici, les équipes de recherche. Thank you very much. Merci beaucoup. Et merci beaucoup en portugais et en espagnol. Alors, nous aurons des exposés de gens qui en connaissent plus long que moi. Et j'ai le plaisir d'avoir Doug Saunders avec nous. Doug, comme vous le savez peut-être, est un des grands journalistes du pays. Il a écrit pour le Globe and Mail. Et là, depuis 1995, vous savez qu'il a un grand intérêt dans les affaires étrangères et publie des documents touchant les Amériques, l'Inde, le Moyen-Orient et l'Asie de l'Est depuis des années. Je lisais son CV ce matin. Je me suis rendu compte qu'il a gagné 5 prix nationaux en journalisme, l'équivalent du Pulitzer aux États-Unis, dont 3 pour son travail à son journal. Alors, non seulement est-il un bon écrivain, mais il est également quelqu'un qui a vu ce qui se passe sur le terrain. En 2010, il a écrit un livre qui s'appelle Arrival City, qui présente de nouvelles perspectives sur l'immigration entre les milieux ruraux et urbains. Ça n'a pas encore été, ça a été publié dans 8 langues. Et c'est un de ces livres que je vous encourage à lire, car ça donne un point de vue très différent, point de vue que l'on peut quand même comprendre facilement. Plus récemment, il a publié un livre sur le mythe musulman et qui regarde l'immigration en provenance des pays islamiques vers l'Ouest. C'est un honneur, un privilège pour nous d'avoir Doug avec nous ce matin, Doug Saunders. Il sera le modérateur de la discussion avec les panélistes. De lui passer le micro. Doug, welcome. Thanks for being with us. Bienvenue, Doug. Merci d'être avec nous. Je te remets la parole. Et toutes d'être ici ce matin. La présentation sera suivie par des questions. S'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions en français ou en anglais et ça nous fera un plaisir d'y répondre. Thank you very much, everyone, and welcome. Merci beaucoup à vous tous et bienvenue au CRDI. Alors, merci pour cette introduction. Merci à vous tous d'être ici. Et merci surtout à nos panélistes qui sont venus de très loin, l'Inde, le Brésil et la République démocratique du Congo pour discuter de ce qui est sans doute une question cruciale à l'heure actuelle. Question que l'on commence seulement à examiner étroitement dans la communauté du développement international comme un enjeu central, savoir la sécurité de nos villes. Je ne pense pas que le grand public ait besoin d'être persuadé que la sûreté ou la sécurité dans nos villes est un enjeu important. Parfois, en fait, il faut peut-être plutôt le contraire, les dissuader de penser que c'est de la violence non contrôlée. Bon, en Amérique du Nord, on pensait que dans le tiers-monde, il y a beaucoup de
d'endroits violents, y compris, par exemple, à des endroits comme Chicago, Toronto, qui a un taux de criminalité. Mais en fait, ces deux villes sont parmi les plus sûres de leurs pays respectifs, plus sûres que presque toute autre ville, et même plus sûres que les zones rurales dans leurs pays respectifs, et faisant face au plus bas taux de criminalité depuis 50 ans, et peut-être même depuis le début de l'histoire. Pourquoi donc les gens de l'Amérique du Nord croient que leurs propres grandes villes sont des endroits violents et dangereux pour les hommes et les femmes? Eh bien, c'est probablement parce que ça ne fait pas tellement longtemps qu'en fait c'était le cas. C'était des endroits violents et dangereux. Taux de criminalité élevé, notamment de meurtre, d'agressions sexuelles, etc. Il y a même une génération, Chicago était dangereux, ainsi que New York, et même dans les grandes villes canadiennes. Qu'est-ce qui a changé alors? Moi, je vous dirais que au cours du 20e siècle, et même dans une bonne partie du 19e siècle, les villes de l'Europe et de l'Amérique du Nord ont subi une transformation suite à la migration des régions rurales, et les pays eux-mêmes vivaient un phénomène d'urbanisation et de changement démographique centré dans les quartiers de transition dans les villes, ce que j'appelle les arrival cities dans mon livre de ce titre. Maintenant, dans l'Est et le Sud, on vit ces mêmes transitions. Ils sont, au point de vue de la tension d'une population, au même point que l'Amérique du Nord et l'Europe étaient il y a 150 ans dans leur ville, et vivent des augmentations rapides, parfois avec violence, avec des menaces à la sécurité physique des résidents, notamment les nouveaux résidents de ces villes, avec diverses menaces à la situation économique ou la sécurité en matière de logement, des vulnérabilités qui rendent la vie très difficile. Et je pense que nous pouvons dire font obstacle à la croissance, à une prochaine vague de croissance. Nous venons de terminer une ère, ou nous sommes dans une ère où la première grande vague de migration rurale vers la ville a eu lieu depuis la Deuxième Guerre dans les hémisphères de l'Est et du Sud, accompagnée par une grande montée de violence urbaine, notamment dans l'Amérique centrale et du Sud. Les premiers endroits qui ont vu cette transition, et aussi à des endroits comme la Turquie, qui aussi ont commencé cette transition urbaine plus tôt, le sous-continent indien, et plus récemment dans les villes de l'Afrique subsahélienne. Nous avons atteint le point où certaines villes ont quelque peu stabilisé à cet égard. Par exemple, au Brésil, les villes ne s'urbanisent plus au même taux rapide d'avant. La transition est presque complète. Les villes de la Turquie sont urbanisées. La Turquie, le Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud sont aussi urbaines que l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, la transition est terminée. Et il y a de nouveaux dangers dans la consolidation. Et ce que ces pays découvrent, je crois, c'est que la première partie était relativement facile. Faire sortir les gens d'une pauvreté abjecte au-delà du revenu quotidien d'1,25 $ à la pauvreté, si on peut dire, urbaine. Et la prochaine étape, pour les faire monter plus haut, le niveau de pauvreté à 3 $ par jour à un niveau plus élevé, c'est ça le grand défi auquel on fait face à ces endroits aujourd'hui. Et c'est là que nous trouvons la sécurité urbaine comme étant un des obstacles. Il est important de savoir un rapport publié par le CRDI au Canada et le ministère du Développement international au Royaume-Uni sur la sûreté dans les villes est une véritable pierre d'assise pour comprendre les problèmes touchant le dépassement de cette barrière, de cet obstacle. Ce rapport fait référence au dilemme urbain. Le dilemme urbain, c'est que les gens ont migré vers les villes parce que les villes offrent une meilleure vie économique selon toutes les mesures possibles, revenus, santé, longévité, mortalité infantile, taux d'éducation, susceptibilité au VIH-Sida, tout est amélioré, même en allant dans des lieux marginaux dans les villes. Toutefois, en faisant cette transition, tous les gens qui quittent les villages savent ou croient qu'ils vont dans une situation
de plus grand danger physique et de risque économique aussi plus grand. Donc, on prend sa chance de pouvoir bénéficier d'un avenir qui peut être très dangereux. Il y a peut-être exagération là, dans le monde en voie de développement comme dans l'Ouest. Une chose que cette étude nous dit, c'est que les grandes villes, tout d'abord, ne sont pas aussi dangereuses que l'on le croit. Et je vous dirais que Johannesburg et Rio de Janeiro ont des problèmes authentiques de grande violence dans leur région urbaine, mais ces deux pays on mène des interventions pour faire face à cela en ce moment. Par contre, il y a de nouvelles villes denses urbanisées comme Chongqing où il n'y a pas grande violence. Et je pense que certains des universitaires ici ont fait de la recherche qui montre que le risque de violence, par exemple par l'agression sexuelle, sont beaucoup plus élevés dans les villages d'où partent les gens que dans les villes vers lesquelles les gens migrent. Des villes que Dakar, Cairo et le Caire ont des taux plus bas de crimes et de violence que les villages d'où partent leurs immigrants. Ça fait partie du dilemme urbain. Donc, regardons donc le travail qui se fait par ces trois experts chercheurs en domaine. Nous ne pouvons pas avoir une meilleure sélection d'érudits qui examinent la nature de ce dilemme urbain, ainsi que les réponses possibles, succès et échecs dans les interventions pour y répondre. Nous avons des gens représentant trois villes au centre même du débat, de Nouvelle-Delhi, Rio de Janeiro et Kinshasa, qui sont à diverses étapes de la transition urbaine, à mon avis. Et aussi quant à la réponse du gouvernement des risques en matière de violence urbaine et de sécurité. Et tout cela est très intéressant. Débutons pour diverses raisons avec la docteure Preet Rustagi de l'Institut de développement humain au Nouveau-Delhi. Ville qui, dans l'idée de beaucoup de gens, typifie les problèmes de violence urbaine. Il y a une manchette aujourd'hui au sujet d'une sentence de mort à un groupe d'hommes qui ont commis un viol collectif et meurtre qui est devenu infâme dans le monde entier et a porté attention à ce que les gens croient être une crise de violence sexuelle dans les nouvelles villes urbaines, notamment du nord de l'Inde et peut-être ailleurs. Votre recherche sur nombre de points a examiné cette forme de violence, les succès, les échecs, les diverses réponses à cette violence et les tentatives de mesurer, et ça c'est un des aspects les plus difficiles, de mesurer les niveaux de violence et le niveau de crime dont on fait rapport. Parlez-nous donc, madame, de votre travail. Merci. J'aimerais tout d'abord remercier le CRT de nous donner l'occasion d'être ici et de faire rapport. Dans le contexte dont vous avez parlé, la question est beaucoup plus vaste. Et la façon dont ça se passe a mené à la situation qu'on vit en ce moment. Et ça fait partie de notre histoire. Cela a changé la façon dont nous faisons face à tout cela. Mais avant d'en parler, très brièvement, je voudrais prendre 5 minutes pour parler de mon étude que nous menons avec le CRDI dans le cadre du projet des villes sûres et inclusives. Nous examinons la pauvreté, l'inégalité et la violence au sein en touchant le motif de l'urbanisme. Nous constatons des carences en matière d'urbanisme et l'accent de l'étude, c'est de dire que si la gouvernance et l'urbanisme n'est pas inclusive, elle n'aura pas l'incidence de diminuer les conflits et la violence dans les villes que l'on aimerait voir chez les pauvres. Donc, notre hypothèse que nous voulons vérifier par notre étude, c'est qu'une gouvernance exclusive est un facteur de violence. Savoir si cela se produit, jusqu'à quand et comment sont les questions que nous allons nous poser dans cette étude avec mes collaborateurs.
qui est l'Institut de développement humain, avec d'autres centres d'études également. Dont les questions que nous cherchons à cerner, c'est comment est-ce que ce manque d'urbanisme non inclusif affecte les groupes socio-économiques? Comment est-ce que cela produit des disparités? Il y a aussi la géographie qu'il faut tenir en compte. Et l'interprète est désolé, mais c'est très difficile de saisir. Le son n'est pas très bon. Donc, est-ce que c'est concentré dans certaines parties des villes? Et si oui, pourquoi? Alors, nous avons tâché d'explorer les conséquences et de trouver des explications de cela. Nous cherchons. Il y a une violence qui est menée en compte, la violence que subissent certains. L'interprète est désolé, le son n'est pas clair du tout. Ça, c'est quelque chose que nous allons examiner. Bien sûr, les conditions des villes ont des effets. Nous allons étudier 4 villes différentes que je vais vous nommer dans une minute, mais avec différentes caractéristiques d'urbanisation et de migration, avec différentes idéologies politiques dans les divers États où sont situées ces villes, avec différentes structures sociales et tissus sociaux dans ces villes aussi. L'interprète est désolé, mais il y a un problème de son. How these may or may not turn into violence through our study, because it's not always clear that a lack of this or a presence. Et nous l'avons vu dans les documents dont on discute depuis quelques jours. Nous sommes tous conscients de ces problèmes dans ces pays. Mais il s'agit d'une organisation. L'interprète s'excuse, son micro est en train de toucher ses vêtements. Alors ça nous empêche d'entendre. Il y a un calcul qui dit que 40% de la population mondiale, une organisation est ici, va augmenter sur des années, mais est-ce que la pauvreté va diminuer ou non avec les organisations que nous avons vues? On ne peut pas le dire de façon catégorique. Il y aura certainement un déclin dans le mais les taux de personnes dans la pauvreté vont augmenter étant dans le scénario du marché du travail, le genre de travail et le genre d'économie existe. Je m'attends à voir un accroissement de la pauvreté. Je vais parler brièvement du genre de violence qu'on va voir. Il y a la violence directe des agressions sexuelles qu'on enregistre dans le Bureau national du crime, mais on veut aussi voir les genres de violence qui sont moins visibles et qui sont indirects, qui sont liés à une violence liée au manque d'infrastructures, par exemple. Nous voulons voir la violence liée aux structures sociales qui proviennent de l'exploitation, de l'hierarchie et les normes, avec toutes les implications sexo-spécifiques et l'exclusion à cause de la privatisation des acteurs qui ne sont pas de l'État. Est-ce qu'il
Bien, on est en train d'égaliser la pauvreté. Brièvement, on est en train de voir les formes structurelles de violence dans l'étude. On veut voir ce qui provient d'eux et qui cause les inégalités, le manque d'accès à la terre et l'exclusion des structures du gouvernement. Ce sont les paramètres de base. Les services sont mal distribués, la relocation, et on a vu dans les personnes qui changent d'habitation ne reçoivent pas tous les services publics, la structure. Dans l'amendement de 1984, on a prévu qu'il y aurait un organisme qui permettrait à ces personnes de jouer un rôle, mais il y a des stations de bien-être dans les sociétés de revenus plus élevés ont pris le contrôle. Est-ce que la ville va fonctionner pour les pauvres? C'est inéquitable, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas sensible à la spécificité. Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation en écoutant les voix des pauvres? On va essayer de le faire dans l'étude. On est en train de sortir les pauvres. Il y a des travailleurs municipaux, il y a mafia locale. Les démolitions, sont toutes des expressions de la violence. C'est un processus violent qui nous amène vers l'érosion des moyens de subsistance. Ce sont plusieurs choses que nous allons examiner. Les 4 villes que nous sommes en train de regarder, et ensuite je vais conclure. Il y a 4 villes, Delhi, Gujarat, les villes de Delhi, bien sûr, et Nabat en Gujarat, Patna dans Dehra, Waradit le San. Il y a 2 États qui ont des taux plus élevés ou plus bas de pauvreté. Et c'est des fonds qui sont mesurés de façon régulière, mais on ne mesure pas la violence auquel les pauvres font face dans le contexte. On regarde la démolition, la violation reliée à la structure, la violence politique et économique, l'érosion des moyens de subsistance, la normalisation des expériences quotidiennes. Toutes les villes, si on regarde seulement les données des villes, toutes les villes déclarent un taux très élevé de crimes contre la propriété. Et ce sont des vols, etc. On n'a pas parlé du homicide, des séquestrations, etc. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? On a parlé de l'émotion et la crainte de l'insécurité dans les masses. Est-ce que c'est très important et comment ça se manifeste? On va ségréguer ces données pour les pauvres et les non-pauvres. Qu'est-ce que ça symbolise? Est-ce qu'on va avoir plus de sécurité pour une partie de la population? Est-ce qu'on va avoir plus d'insécurité dans les villes? Et on se méfie de plus en plus et on craint de plus en plus les autres, les pauvres. Alors, nous devons examiner ce phénomène. Nous allons examiner toutes ces questions. Je vais écouter vos questions ensuite pour vous donner plus d'espace à la discussion. Je recommande fortement le travail du Dr. Rostegui. On vient de discuter d'une étude très intéressante réalisée au cours de la dernière année pour réagir à ces nouvelles sur la crise de viol. C'est un essai de mesurer la violence sexuelle en Inde. C'est un sujet très complexe partout.
notamment avec le système de mesure extrêmement complexe qui existe en Inde. Dans plusieurs domaines, les taux de violence sexuelle sont plus élevés dans les villages dont proviennent les personnes. Les taux sont plus élevés que dans les villes. Ça ne veut pas dire que les risques ne sont pas réels dans les villes, mais ça nous donne, ça nous permet de comprendre que les idées des universitaires et du grand public sont pas tout à fait vraies, parce qu'on pense, et dans les études, il y a une certaine base que quand les familles qui vivent dans la subsistance, il y a des grandes difficultés par rapport à la compréhension des relations entre les sexes et que ça ne peut augmenter la criminalité. Peut-être que c'est pas tout à fait le phénomène. Ça peut être des problèmes qui sont enracinés dans leur lieu de provenance. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette déclaration. C'est le provenance, c'est l'expression de la masculinité et les rapports de pouvoir fondamentalement, mais ce qui se passe dans les villes et la crainte de faire face à cette violation, cette dimension que vous avez mentionnée, c'est une question très pertinente. Mais c'est quand on a fait la comparaison avec d'autres pays, si on regarde les chiffres internationaux dans la criminalité, les crimes perpétrés contre les femmes, c'est beaucoup plus bas en Inde. L'attente que les crimes contre les femmes soient beaucoup plus nombreux. Il y a un manque d'enregistrement et de déclaration. Mais après cet événement récent et après cette campagne, on a déclaré on a augmenté énormément le nombre de crimes déclarés. Depuis 8 mois, on s'est réunis avec plusieurs personnes dans la ville de Delhi et on a vu qu'il y a de plus en plus le sentiment qu'on peut continuer à parler de ces questions. Les tabous sont en train de disparaître maintenant. Les familles et les femmes peuvent s'exprimer un peu plus. Ce sont des choses qui sont en train de changer. Mais si on a le besoin de travailler dans le marché du travail, une femme veut gagner un peu plus. La femme va vraiment essayer de gagner un peu plus. Dans les peu de recherches qu'on a faites, c'est ça qu'on comprend. Et ces facteurs vont pas créer une grande différence. Il y aurait peut-être des implications pour une participation plus adéquate. Mais si les occasions existent sur le marché du travail, ça peut aider énormément à changer les paramètres et à transformer les rapports entre les sexes. On a besoin de changements juridiques et des mentalités. On a besoin de transformer la mentalité patriarcale, mais ça ne peut arriver jusqu'à un certain point, à moins que les femmes se présentent comme des personnes égales qui peuvent travailler de façon indépendante. Sinon, ça va être très difficile de surmonter cette crainte omniprésente de l'agression sexuelle. C'est l'aspect positif dans ce mouvement des femmes qui a surgi. Et c'est une intervention au lieu de réagir face au crime en disant
qu'on va se mettre à plat ventre. On dit qu'on va, afin de réprimer les femmes et faire rester les filles à la maison. Au Moyen-Orient, par exemple, c'est la réaction. Mais on voit une intervention qui fait que les gens reconnaissent qu'il y a la criminalité sexuelle au sein de la famille et à l'extérieur. Et ce sont des choses que les gens veulent vraiment attaquer et manifester. Ça va au-delà du schéma stéréotypique. Et c'est une excellente façon de passer au docteur Ignacio Cano de l'Université d'État de Rio de Janeiro. C'est une ville qui a connu énormément de violence aussi. Rio de Janeiro est connu partout au monde pour sa réalité historique. Énormément de personnes du nord-est du Brésil ont fait une migration au cours des années 50 et 90 dans les grandes villes, c'est-à-dire à Rio et à Sao Paulo. Et ils ont été rejetés en grande partie par plusieurs gouvernements brésiliens. Et alors, nous voyions que les favelas qui n'avaient pas de structure gouvernementale, il y a vraiment une augmentation de la situation de la drogue. Il y a eu des conflits entre la police et ces gangs. Et leur capacité militaire était presque égale. Les recherches de Dr Cano se concentrent sur une chose très intéressante au Brésil et c'est presque unique dans les pays en voie de développement depuis 10 ou 15 ans, c'est-à-dire qu'il y a un été et une réaction organisée des villes et de l'État par rapport au problème des favelas. Il y a eu des interventions dont l'intention est de pacifier ces villes. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de ces entreprises, j'avais une idée des réactions brésiliennes et latino-américaines à la violence et le crime organisé. C'était en réalité une attaque militaire. La police de la plupart des villes dans le monde en développement font partie, sont des succursales de l'armée nationale. Les descentes dans les favelas et dans les bidonvilles, dans la plupart de ces endroits, étaient simplement des opérations militaires qui voulaient sortir les gens, tout simplement. Mais il y a un changement très intéressant à Rio. Il y a un nouveau genre d'intervention qui n'est pas simplement militaire. C'est une intervention avec presque toutes les paliers du gouvernement. Il y a du travail sociologique, démographique, il y a la construction d'institutions afin de normaliser la vie physique et socio-économique dans ces bidonvilles. Quand j'observe ces projets, je vois qu'ils sont très différents. On ne sait pas s'ils vont réussir, mais je ne peux que avoir une idée, mais c'est vraiment très important à Rio parce que c'est une ville qui va accueillir 2 activités sportives parmi les plus importantes du monde dans les prochaines années. Alors, c'est extrêmement important de normaliser et de pacifier ces villes. Peut-être que les intérêts, peut-être qu'on veut simplement éviter des images télévisées de l'utilisation des AK-47 dans les rues, mais peut-être que le résultat sera d'avoir des espaces plus normalisés. Je veux expliquer un peu votre travail
Et je pense que vous allez parler du degré dans lequel ces interventions réussissent. Bonjour à tous. Je veux remercier le CRDI de son invitation. Nous avons un projet de recherche au Nord. On travaille avec l'Afrique du Sud. On compare la situation à Cape Town et à Rio. On a beaucoup de choses en commun. Nous avons les deux villes les plus belles du monde et maintenant on a le malheur de faire face à FIFA. Eux, ils l'ont déjà fait. Nous allons le faire. Il y a aussi beaucoup d'inégalités dans nos villes. Et alors cette occasion du CRDI est toute une occasion de pouvoir s'aider et avoir des points de repère. On est un peu fatigué de se comparer à Londres et à Londres. C'est le moment de travailler dans un rapport sur qu'est-ce qu'on va faire dans les recherches. C'est la cohésion sociale qui est le point commun. Vous allez voir que dans la documentation, on dit que la cohésion sociale est une façon de se protéger contre la violence. Les gens disent que si on s'entend bien avec les voisins, si on dit aux enfants qui font trop de bruit dans les rues, il n'y aura pas de violence. Peut-être qu'on devrait apprendre aux gens de crier aux petits-enfants, ou peut-être que les gens ne devraient pas faire confiance aux voisins, mais c'est très clair dans une ville comme Rio ou Cape Town que la cohésion sociale peut être beaucoup. Quand il y a la violence, on ne fait pas confiance aux enfants, on ne dit pas aux enfants quoi faire parce qu'ils pourraient avoir une fusil. Alors, on essaie de démêler le rapport entre la violence, l'inégalité et la cohésion sociale. Nous allons le faire en utilisant de différentes analyses. On va modeler les rapports entre ces variables. Les municipales vont être des unités d'analyse. On va utiliser de petites zones comme unités d'analyse. Dans notre expérience, l'unité de valeur peut nous aider à changer. À l'échelle internationale, l'inégalité est très importante, mais à l'échelle nationale, l'urbanisation est un déterminant extrêmement important aux villes. Et si on regarde l'éducation, il y a l'éducation et les revenus qui sont aussi des déterminants très importants. On va regarder aussi les retombées de ces interventions à Cape Town. Il y a l'intervention d'urbanisme, ça a une longue tradition en Cape Town. Et quelle influence est-ce qu'il y a sur la violence là-bas? Et on va regarder les unités de pacification à Rio de Janeiro et on va regarder le rôle de la cohésion sociale pour voir si ces interventions transforment la cohésion sociale. Est-ce que le rapport entre les personnes est différent maintenant? Et est-ce que la cohésion sociale peut aider ou empêcher ces facteurs avoir des retombées? À Rio de Janeiro, on va se concentrer sur ce Vatidoche que vous avez peut-être vu dans un film très connu, c'est la violence à Rio. Je vais contredire un petit peu quand il dit que les interventions sont multipolaires et que tous les paliers du gouvernement travaillent ensemble. Malheureusement, c'est encore beaucoup une intervention policière. Les autres interventions sont encore moins courantes. Et nous avons ces interventions dans une cinquantaine de favelas, mais il y a plus de 1000 favelas à Rio. Nous allons pacifier certaines parties de la ville pour que vous puissiez vous rendre aux Jeux olympiques, parce que, après tout, si on a des Jeux olympiques au sein d'une guerre, c'est pas une très bonne idée. Alors le gouvernement s'est rendu compte qu'on va avoir 2-3 semaines sans guerre pour la reprendre après les Jeux olympiques. Alors, d'un point de vue critique, la guerre n'est pas tombée dans le gros de la ville,
on a la même situation qu'avant. Je ne sais pas si le aux nouvelles, mais il y a des hélicoptères armés qui tirent sur la population. C'est vraiment un enjeu extrêmement important. Est-ce qu'on va pouvoir transformer la ville, ce qui est en Havre, au centre de la ville, au sud de la ville, dans les parties beaucoup plus riches? Parce qu'après tout, pour les projets de l'avenir qui est là à Rio, il y a le projet de transformation de Rio dans une ville internationale touriste, de services. Ce projet a besoin simplement de certaines zones. Ce qui arrive dans le ferry n'est pas pertinent parce que les touristes n'y seront pas. Alors, c'est une des concours, les compétitions les plus importantes. Ça va être de voir si on peut transformer la ville ou non, avec l'appui de la communauté internationale pour essayer de transformer nos villes. Merci beaucoup. Pour une question sur les comparaisons internes. São Paulo, l'autre grande ville, a une expérience très différente par rapport à la violence urbaine. Quelqu'un dit que c'est une structure de contrôle différente des favelas. Il y en a d'autres qui disent que l'aspect géographique est différent. Il n'y a pas une zone d'exclusion et une autre d'occasion. Mais plusieurs de ces maires ont eu des interventions très intéressantes et qui sont différentes de celles de Rio. Par exemple, l'introduction d'une infrastructure comme le transport en autobus dans les favelas, comme une façon de créer des opportunités économiques, comme une façon de faire face à l'exclusion et à la violence. Est-ce que vous pensez qu'il y a des apprentissages dans les différentes approches utilisées dans les différentes villes brésiliennes? Tout à fait. La situation ne semble pas on en parle. Il y a de beaux enfants qui ont beaucoup d'enfants qui prétendent être leurs parents. On dit ça. On se demande si c'était la police, une intervention économique qui a amené l'amélioration dramatique. Mais depuis, dans les dernières années, il y a eu un renversement de la tendance. Alors, les politiques ont une incidence pendant un certain temps et ensuite l'impact est épuisé. Le Brésil a la chance d'avoir une amélioration dans cette situation économique, une réduction de la pauvreté et de l'inégalité. Pour la première fois au Brésil, c'était un des pays les plus inégaux au monde. Il y a 11 millions de personnes qui profitent de programmes de transfert de revenus. Alors, on a pu avancer pas mal. La situation économique commence à se détériorer, ce qui pourrait avoir des retombées très négatives. Mais le Brésil est immense, comme l'Inde, et chaque État a choisi une voie différente. Alors, on veut voir si dans le nord-est du pays le plus pauvre, s'il a profité le plus de ces transferts de fonds et si ça a amélioré la situation le plus. Mais il y a un manque de contrôle à Bahia, dans les Lagos, dans le nord-est du pays. Il ne s'agit pas seulement de la pauvreté. Ça, c'est la question centrale qui nous amène au travail de notre prochain chercheur. Cette question, si le macro est plus important que le micro dans ces questions. Est-ce qu'il y a des interventions dans les politiques urbaines? Est-ce que les conditions macroéconomiques sont pas tellement fortes? Est-ce qu'il y a un renforcement économique partout dans le pays? Est-ce qu'il y aura une réduction de la violence urbaine et de l'insécurité qui pourrait donner une allure de réussite à toutes les politiques? Est-ce que ça va vraiment avoir un effet sur toutes les politiques? C'est une des questions les plus importantes que le docteur Chamba Kinyamba a examiné. Il est de l'Université de Kinshasa dans la République démocratique du Congo.
Kinshasa est une ville qui a connu une urbanisation très rapide, souvent accompagnée de complications dans le fait qu'un bon pourcentage de la migration est lié au conflit, à la guerre. C'est pas complètement la volonté d'améliorer des occasions. Il y a beaucoup de personnes qui fuient les conflits. Il y a un chevauchement de ces deux aspects dans cette ville. Il y a aussi le fait qu'il y a des périodes quand Kinshasa il y a des périodes où Kinshasa et la RDC ne connaissent pas beaucoup de croissance économique. C'est une question très importante. Est-ce qu'on peut avoir la paix urbaine et la stabilité urbaine sans une croissance économique? Est-ce qu'une chose est une cause de l'autre? Et est-ce qu'on peut améliorer le point de vue ultralibéral, très naïf? C'est que les nouvelles populations urbanisées sont des sources de croissance économique parce qu'ils participent à l'entrepreneuriat, ils font des activités économiques, mais quelqu'un qui aurait passé du temps dans ces villes va comprendre que ça fonctionne pas comme ça. Sans une économie bien saine dans une ville, c'est très difficile pour les gens de la périphérie de vraiment passer à un développement économique. Alors, il y a une question ouverte à savoir si une intervention quelconque peut améliorer la situation urbaine quand il n'y a pas une croissance nationale, macroéconomique. Mais c'est un petit domaine du travail que réalise le Dr Chomba Kinyamba. Est-ce que vous pouvez expliquer la nature de votre travail? Merci pour la parole. Je me dois, comme mes deux prédécesseurs, de commencer par présenter ma gratitude à l'endroit du CRDI, qui non seulement nous a donné l'opportunité de venir participer à ces assises, mais nous fait l'honneur également d'intervenir au cours de cette séance combien solennelle. Cela dit, auguste Assemblée, je m'en vais dans un petit bref de temps vous présenter l'essentiel des préoccupations de notre recherche. La nature et les acteurs de la violence urbaine, tel est le sujet du projet conçu par la chaire de dynamique sociale de l'Université de Kinshasa. Et ce projet, bien certainement porté sur le Congo, mais le Congo, comme d'aucuns le savent, est un sous-continent, et nous avons choisi de cibler deux de ces villes. Kinshasa, la capitale, qui connaît une croissance démographique inquiétante, et Mbuji-Mayi, que d'aucuns connaissent comme étant la capitale mondiale du diamant industriel, mais dont la société est en faillite et génère énormément de retombées négatives sur la vie des populations. C'est sur ces deux villes que notre recherche va être menée. Mais la RDC se présente à notre regard comme un paradoxe, comme un pays de paradoxes, parce que, alors qu'elle regorge des potentialités économiques inouïes, qui lui font même générer des convoitises du monde, ce pays fait face à une urbanisation galopante, non maîtrisée, et à des exclusions sociales de tout genre, également à une pauvreté de masse très accrue et à une ampleur de violence répandue particulièrement dans ces villes et singulièrement dans les zones de squatting. Et en termes d'hypothèse, notre recherche pense qu'à la base de cette situation, on devrait pouvoir aligner les éléments ci-après, qui, bien entendu, devront être soit infirmés, soit confirmés par les données que nous allons collecter du terrain.
nous mettons comme explication plausible les manques de vision prospective de la part des dirigeants congolais qui ont tendance à gérer le pays dans l'immédiateté, dans le court terme. Et ils sont souvent submergés par ce qui arrive par la suite. Il y a également le fait d'avoir une économie extravertie, trop dépendante. Et il y a aussi une ingérence, voire un diktat de puissance politique et économique internationale sur les affaires intérieures de la République démocratique du Congo, et cela déstabilise les projets locaux. Nous devons également aligner une impunité à grande échelle, une absence de justice distributive en ce qui concerne le revenu national. Il y a une minorité qui s'accapare de la meilleure part du gâteau et la masse se contente des miettes. Le chômage et la politique des bas salaires est également un élément qui peut expliquer la recrudescence des violences de la part de ceux qui n'ont rien. Les conflits politiques et ethniques stériles qui généralement conduisent jusqu'à des rébellions et à des guerres à répétition. Et bien entendu également les clivages sexo spécifiques qui défavorisent la femme. Tout cela concourt, à notre avis, à une montée en puissance des inégalités, de la pauvreté et de l'exclusion, sans oublier la violence dans les villes congolaises. Cela nous fait croire que c'est à juste titre que les acteurs sociaux, notamment étatiques et privés, s'emploient à essayer de trouver les moyens qui leur permettraient de contrer cette montée de la violence. Et à leur actif, nous pouvons aligner notamment la réforme de la police, qui est déjà en cours, le DCRP, on a commencé par le DCRP 1, DCRP 2, et au Congo, on est au DCRP 3, dans le souci de réduire la pauvreté. Nous pouvons également souligner la traque des criminels qui est faite des jours comme des nuits par la police d'intervention rapide à Kinshasa et en Mbuji-Mayi. Mais malheureusement, toutes ces initiatives se heurtent encore à beaucoup de limites et les résultats probants se montrent encore fouillants. Pour quelles raisons? À notre entendement, cette situation qui ne permet pas encore à ce que les initiatives aient un impact visible sur la sécurité à laquelle la population congolaise aspire légitimement, cela peut se justifier notamment par le fait qu'il y a un déficit dans la saisie de cette dynamique et dans la pertinence des solutions qui sont envisagées par les acteurs sociaux. Il y a aussi l'insuffisance des connaissances sur base desquelles ces initiatives sont tablées. En troisième lieu, nous devons évoquer la précarité des recherches et des données qui sont disponibles, notamment au niveau de la police de criminalité. Et enfin, la déliquescence des approches et des stratégies opérationnelles pour contenir ces triptyques violence, urbanisation et pauvreté. Alors, vient maintenant la question de savoir quel est l'intérêt de la recherche que nous menons et qui est appuyée par les CRDI. À notre avis, cette recherche tombe à point nommé parce que l'apport d'un projet intitulé « La nature et les acteurs de la violence urbaine en République démocratique du Congo » peut se présenter ou se situer à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui déjà évoqué. Cette recherche permettra de corriger les erreurs et les tâtonnements actuels
par une meilleure connaissance de l'objet d'étude. En deuxième lieu, la recherche permettra d'aligner les meilleures alternatives possibles pour une intervention beaucoup plus professionnelle. Et en troisième lieu, nous devons reconnaître que cette recherche va nous conduire à l'exploitation des approches innovantes qui vont mettre face à face les acteurs de terrain et les scientifiques qui, de manière générale, se tournent les dos, ne collaborent pas assez. Or, le fait pour les scientifiques de tendre la main aux acteurs sociaux va permettre aux uns et aux autres de pouvoir renforcer leurs capacités. Nous voulons terminer notre petit exposé par les potentialités. Le Congo n'est pas à prendre comme un pays condamné au cycle de violence. Le Congo a des raisons d'espérer, il a des potentialités énormes. D'abord, sur le plan économique, bien gérer les potentialités économiques du Congo, du sous-sol et du sol, peuvent permettre de donner des emplois à tous les fils et à toutes les filles du pays, et également à produire des richesses et ainsi lutter efficacement contre la pauvreté. Mais aux côtés de cet atout économique, nous devons également aligner le fait que les universités congolaises, qui depuis toujours se sont contentées d'évoluer dans leur tour d'ivoire, ont compris qu'elles ont intérêt à faire ce que nous appelons à Kinshasa interface université et société. De plus en plus maintenant, les universités congolaises éprouvent de l'intérêt pour la recherche-action, la recherche pour le développement. Et c'est un atout pour demain. Il y a également la crise d'éthique et de morale qui découle de la longue crise économique que traverse le pays. Mais le Congo, c'est également un pays de la religion. Il y a beaucoup d'initiatives du point de vue religieux qui vont dans le sens de générer demain la reconversion des mentalités. Le Congo, c'est également un pays des ONG qui prennent à bras le corps un certain nombre de problèmes sociaux et encadrent les communautés. Le Congo, c'est également un pays de tradition de ce que l'on appelle les comités d'autodéfense populaire. Les quartiers s'organisent et essaient de contrer, complémentairement à ce que les pouvoirs publics font, contrer le banditisme. Et je voudrais terminer en disant que le Congo, c'est également un pays qui vient d'entrer, quoique encore de manière timide, dans ce que nous pouvons appeler la démocratisation. Depuis son indépendance jusqu'à 2005, le pays ne connaissait pas encore des élections. Mais à partir de 2006, la République démocratique du Congo a réussi à organiser par 2 fois, en dépit des contestations, mais à organiser par 2 fois des élections sur base desquelles des institutions démocratiques ont été mises sur pied et qui travaillent fiévreusement dans le souci d'assurer la cohésion nationale. Et à l'heure où nos assises se tiennent en ce moment à Ottawa, à Kinshasa, de très grandes assises ont été ouvertes dans le souci de faire impliquer toutes les couches sociales et je dirais même les couches politiques à un débat national que le gouvernement a qualifié de concertation nationale qui ont pour objectif d'arriver à trouver un degré de cohésion nationale suffisant qui leur permettrait notamment de mettre un terme à la guerre qui sévit dans la partie est de ce pays et c'est une guerre récurrente. Pour répondre maintenant à la question posée, est-ce que le cadre macroéconomique en République démocratique du Congo, qui se trouve dans un état de morosité, peut-il
s'il n'est jamais corrigé, est-ce qu'on peut espérer de mettre un terme au triptyque de violence, inégalité et discrimination? Je voudrais ici profiter de l'occasion pour dire que nous avons depuis une année affaire à un gouvernement qui est dirigé par un économiste rompu et un économiste qui a travaillé longuement dans les organisations internationales et qui est en train de mettre de l'ordre dans la gestion de l'économie congolaise. Les taxes qui devaient être imposées comme on le fait dans tous les pays du monde et qui n'étaient pas au rendez-vous au Congo, sont en train de s'ajouter l'une après l'autre et ça commence à élargir l'assiette fiscale du gouvernement qui, depuis quelque temps, trouve des moyens et commence à lancer un certain nombre de politiques publiques qui donnent des solutions à la jeunesse congolaise, notamment les emplois et surtout la reconstruction avec notamment comme priorité les voies de communication qui sont en train d'être construites et qui génèrent déjà un certain nombre d'emplois. Et si on persévère dans cette dynamique, j'ai des raisons de croire que le Congo pourrait se réveiller mieux demain. Well, thank you, sir. That was, Merci. C'était fascinant. Le CRDI est un test assez intéressant. Comme vous le dites, depuis les 6 ou 7 dernières années, ce programme a été un élément stabilisateur et est un État post-conflit et un État démocratique avec une stabilisation macroéconomique au Congo. On peut dire que la violence urbaine peut être distinguée de la violence nationale d'une certaine façon. Un peu comme la comparaison qu'on fait dans le nord de l'Irlande, on appelle ça un crime ordinaire décent, c'est-à-dire un meurtre habituel sans motif politique derrière ces meurtres. Il y a un héritage qui demeure au Congo, comme dans de nombreuses régions post-conflit, c'est-à-dire qu'il existe une instabilité démographique qui n'a pas été réglée entièrement. Il y a encore un problème populationnel. Laissez-moi vous poser la question classique à propos de la violence urbaine. Jusqu'à quel point est-ce que cette violence urbaine est enracinée dans un changement démographique, c'est-à-dire d'un excédent de jeunes hommes dans les villes qui n'ont pas d'occasion économique à saisir? Et donc, ces jeunes hommes se tournent vers le crime organisé. Alors, dans votre contexte, quelle crédibilité donnez-vous au fait que c'est un problème populationnel auquel il faut faire face grâce à des occasions ou un contrôle de population par rapport à des infrastructures institutionnelles ou d'autres causes de violence? Je voudrais d'abord commencer par l'aspect de contrôle des populations. Je suis auteur de plusieurs publications, parmi lesquelles figure celle que j'ai intitulée le pronatalisme, la culture pronataliste comme balise de l'exclusion sociale à Kinshasa. Il est un fait que, comme dans tous les pays du monde, la politique de planification familiale est en train d'être prônée, est en train d'être professée au Congo, mais à tout prendre, elle n'a pas encore eu d'impact significatif parce que la moyenne d'enfants par famille congolaise, même dans les familles des médecins qui nous enseignent la planification familiale,
et se situe autour de 6,8 enfants. Vous comprendrez que cette culture qui persiste, malgré le fait qu'elle ne semble pas coller avec le contexte urbain, est à l'origine d'une remise en question perpétuelle même des politiques gouvernementales. Il n'y a pas de planification de naissance. Et il y a un flot de jeunes qui passent leur temps dans des coins de rue, notamment à Kinshasa, à discuter sur les sports, à discuter sur les femmes et à discuter sur la musique. Et cela constitue presque une occupation journalière. Alors que c'est à force de l'âge que ces jeunes gens-là pouvaient être utiles pour eux-mêmes d'abord et utiles ensuite pour leur famille et leur société. Donc le contrôle des populations est un indice important si on veut arriver à générer des villes sûres. Kinshasa, par exemple, est une ville où les entrées, où les portes sont béantes, sont ouvertes de jour comme de nuit, avec notamment l'exode rural. Et Kinshasa s'est rempli chaque jour sans la moindre planification, parce que dans la constitution congolaise, on a consacré la libre circulation des citoyens. Et tout le monde peut s'installer où il veut et comme il veut. Et cela explique aussi la prolifération des bidonvilles dans Kinshasa. En réalité, quand on parle de Kinshasa comme ville, la part qui revient aux bidonvilles peut être évaluée à 85%. La vraie urbanité est un espace tout à fait limité. Maintenant, vous voulez savoir si la criminalité qui est vécue dans les villes congolaises et avec en tête Kinshasa est une criminalité organisée. Oui et non. Oui, parce qu'il y a des chefs de bande. Dans la ville de Kinshasa, on peut faire une sorte de cartographie du banditisme ou de criminalité. Il y a des chefs de bande, ils ont toute une organisation, allant jusqu'à avoir des généraux, des caporaux, des ceci. Donc, ils s'organisent et ils ont la conscience que s'ils sont marginaux, ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de la société qui n'est pas bien gérée et qui ne leur a pas donné la chance de devenir des hommes et des femmes utiles. Alors, ils ont la conscience qu'ils ont le devoir de pouvoir arracher à ceux qui ont plus ce qui leur ont arraché en tant que citoyens. Donc, il y a des bandes très bien organisées qui opèrent et qui ont leur jargon. Hier, ici, j'avais donné quelques exemplaires de mon livre intitulé « Comprendre Kinshasa à travers ses locutions populaires ». Ce sont des locutions pour la plupart forgées par des chefs de bande, tels qu'ils puissent s'exprimer même devant vous sans que vous ne puissiez comprendre ce qui sont en train de se passer comme message. Mais aux côtés de ces gangsters organisés, il y a aussi des jeunes qui opèrent de manière tout à fait solitaire, et là c'est la petite criminalité. Mais aussi à Kinshasa, comme particulièrement à Goma, une ville que nous avions voulu incorporer dans notre échantillon, mais malheureusement à cause de la situation qui se passe encore là-bas, il y a la dispersion des armes légères qui ont été reprises par les jeunes qui ont été démobilisés de l'armée, mais la récupération de ces armes n'a pas été faite de manière optimale, au point qu'il y a des familles qui ont des armes de guerre dans leur maison et certains s'en servent pour faire ce que nous appelons là-bas le banditisme à main armée.
J'aimerais beaucoup avoir un bon dialogue entre ces trois perspectives, car il y a beaucoup de leçons à en tirer. Qu'est-ce que Kinshasa pourrait apprendre des méthodes des villes brésiliennes et qu'est-ce que Kinshasa ne devrait pas prendre de ces villes également? Alors, j'aimerais répondre aux questions de l'Internet et de l'auditoire. Laissez-moi vous poser d'abord cette question. Ce que j'appellerais la question de l'occidental paternaliste, c'est un chapeau que je porte beaucoup trop bien. Jusqu'à quel point est-ce que les agences de l'extérieur puissent aider avec l'intervention afin de faire en sorte que les villes soient plus sûres? Ces trois panélistes nous ont parlé de plusieurs facteurs derrière l'insécurité et la violence urbaine pour lesquels on pourrait intervenir. Si les gens de l'extérieur voulaient intervenir et offrir leur aide, quels seraient les domaines d'aide? Nous nous sommes penchés sur des causes micro- et macroéconomiques. Est-ce qu'il serait utile d'offrir de l'aide en créant une économie locale dans les villes ou en stabilisant la croissance économique au niveau national? On a entendu parler de la planification, la conception de l'urbanisation. Jusqu'à quel point est-ce que cela aide d'aider à créer des quartiers qui ne sont pas dangereux, des quartiers qui ne sont pas physiquement isolés de la ville? Ces quartiers devraient avoir son espace pour qu'il y ait une certaine fierté dans cette collectivité. Jusqu'à quel point est-ce que nos interventions institutionnelles sont importantes? Est-ce qu'on pourrait intégrer l'application de la force policière? Est-ce qu'ils pourraient comprendre le rôle comme travailleurs sociaux également, ainsi que agents armés dans l'État? Jusqu'à quel point est-ce que l'aide démographique pourrait être importante lorsqu'il est aidé dans cette transition rurale urbaine pour aider les populations à se stabiliser? Est-ce que tous ces éléments pourraient aider? C'est en partie, je pose cette question, car c'est un sujet qu'on ne discute pas beaucoup dans la sphère publique. Ce travail de développement a commencé à la fin des années 70 et 80 et s'est distancé des domaines urbains. Les éléments d'aide qui sont le plus discutés sont les éléments qui se concentrent sur les villages. Nous savons qu'il y a des héritages, des chèques dans l'aide occidentale envers les pays en voie de développement, dans les domaines urbains. Alors, voici ma question. Qu'est-ce qui pourrait être offert et appliqué comme aide? J'aimerais commencer par vous. Eh bien, une des premières choses que j'aimerais exprimer, c'est que les villes sûres et inclusives sont une initiative, ce qui donne l'occasion d'une recherche sud-sud et cela donne l'occasion de comprendre ces dimensions qu'on ne semble pas comprendre autant. Alors, c'est une très bonne initiative. La recherche nous permet d'explorer la situation, de mieux nous comprendre. Ce n'est pas aussi paternaliste que vous le dites, c'est beaucoup plus acceptable pour les pays. Alors, c'est vraiment la voie la plus souhaitable. Mais il faut également en apprendre des autres recherches, c'est-à-dire les initiatives qui ont été interdites ailleurs. Par exemple, dans le contexte de la planification, il y a beaucoup d'initiatives qui sont très simples, très spécifiques, mais qui peuvent éclairer certaines situations afin d'améliorer les conditions et améliorer des situations. À ce moment-là, il y aurait moins de tensions et moins d'agressivité. Et il y aurait moins de situations violentes envers les femmes. Par exemple, la conception d'arrêts d'autobus comme des villes de Delhi, une ville qui passe par une transformation, il faut avoir des espaces plus transparents et plus éclairés. Il ne faut pas avoir des endroits où
on cache les gens, alors les femmes ne s'en sentent pas en sécurité et on ne les voit pas à cause de la conception de ces arrêts d'autobus ou de la conception de postes de travail, d'espaces d'ascenseurs ou de structures des bâtiments. Et ces solutions viennent d'autres chercheurs. Certains chercheurs en Inde ont repris ces études et l'ont appliquées grâce à l'intervention du gouvernement et grâce à la production de l'architecture des employés au niveau. Cela a mené à de très grands changements. Alors donc, la reconception des arrêts d'autobus à Delhi a mené à de grands changements. Nous parlons également de l'éclairage dans la rue, dans des lieux qui permettrait aux femmes de se sentir plus sécuritaires et de négocier ces espaces. Ce sont des initiatives très simples qui viennent de femmes qui négocient leur espace public, des interventions dans le transport public. Il y a une autre initiative qui a été initiée à Delhi avec la sensibilisation des services de transport public et les membres du personnel et de savoir quel type de transports sont disponibles pour la population. Certaines de ces initiatives peuvent aider lorsqu'il est question d'en apprendre des autres. En ce qui concerne l'aide démographique et le fait d'apprendre des mesures de Kinshasa, la majorité de nos pays fait face à cette situation. Je ne dirais pas que ce serait trop négatif, mais je me concentrerai plutôt sur le changement démographique si on s'en sert dans la bonne direction. Si nous présentons des interventions parmi la population afin d'utiliser ces mesures de façon positive. Nous devons nous orienter vers cette direction-là. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Et je vais demander au Dr Khanna de poursuivre. Ma réponse à l'occidental paternaliste, on ne s'attend pas nécessairement à avoir de l'aide. Je parle d'un point de vue de l'Amérique du Sud. Aucun pays ne s'est développé grâce à l'aide internationale. On a besoin de partage, on a besoin de pression extérieure. Le Brésil est un pays qui est en voie de devenir une puissance. Donc, le Brésil est très sensible par rapport à son image internationale et la pression internationale. À Rio, c'est une des forces policières qui tue le plus. En 2007, plus de 1300 personnes ont été tuées par la police de Rio de Janeiro. Lorsque nous présentons ces données au niveau international, on dit non, il y a un zéro de trop, il y a deux zéros de trop. Et les gens n'arrivent pas à croire que la police tue des centaines et de centaines de personnes chaque année. La situation s'est améliorée l'année dernière. La police n'a tué que 400 personnes. C'est quand même époustouflant, mais c'est 3 fois moins qu'avant. Et lorsqu'on le présente au niveau international, le Brésil a honte et elle a raison d'avoir honte. Et nous avons besoin on a besoin de vous pour augmenter cet embarras. Il faut leur dire, écoutez, ce n'est pas la façon de comporter. On veut être un pays respectueux. Donc, il faut avoir des partage avec différents pays, une visibilité et la pression politique nous aide à devenir des villes sûres et plus inclusives. Dr Shoba, votre pays, dans le moment, a beaucoup d'organisations non gouvernementales, lesquelles vous aident, lesquelles ONG vous aident. Je voudrais répondre à cette question de manière un peu plus globale. Vous avez posé la problématique de l'Occident paternaliste. Pour être sincère avec l'Auguste Assemblée, cette thèse est très partagée au Congo. Et les Congolais semblent expliquer une partie de leur échec en matière de développement par cette thèse-là. C'est ainsi qu'ils pensent qu'il est temps, ou le temps est arrivé pour qu'ils puissent jouir de la liberté des choix des partenaires en matière de coopération.
C'est pour cela que, notamment, vous voyez le Congo, sans pouvoir récuser l'Occident, mais ouvrir le champ de collaboration, le champ des partenaires. C'est pour ça qu'il est notamment en train de travailler pour sa reconstruction des voies de communication, particulièrement avec quelques pays émergents qui sont présents au Congo et qui, depuis qu'ils sont là, ont permis, je pense, à la coopération occidentale de réfléchir sur un certain nombre de conditionnalités qui étaient toujours posées au Congo. Et cela devient un avantage pour le Congo parce que personne n'a envie de perdre le Congo. Nous avons dit dès le départ que c'était un pays qui a des potentialités économiques immenses, rien qu'à penser à ses minerais, et à ses forêts, à ses eaux. Et c'est donc un pays avec lequel il faut compter. Et pour atténuer un peu ce paternalisme et ce dictat, cet excès de conditionnalité parfois, il faut collaborer avec tout le monde. On est sorti donc du monopole en termes de coopération. Le monopole ne paye pas. Et en ce qui concerne la première question, le premier volet de votre question, vous vouliez savoir ce que Kinshasa pouvait prendre de l'expérience brésilienne en termes de lutte contre la violence, mais bien des choses. Sinon, si Kinshasa avait une solution magique, il resterait à Kinshasa. Kinshasa est venu ici pour apprendre aussi les expériences des autres. Et ce que nous pouvons déjà noter comme élément important, ce sont les approches méthodologiques qui vont devoir être réactualisées dans ce que nous avons toujours fait. Au contact avec les autres, nous avons énormément pris des notes sur le plan déjà de la méthodologie. Et du point de vue empirique, je voudrais rejoindre ma collègue ici présente qui a évoqué un certain nombre d'éléments qui sont à l'origine de la croissance et de la criminalité. C'est notamment le déficit d'éclairage. Kinshasa, c'est une ville qui a 60 kilomètres. Vous êtes dans la même ville, mais 60 kilomètres. 65, 70 kilomètres dans la même ville. Et cela fait qu'il y a des quartiers qui sont à peine éclairés ou pas du tout éclairés. Et nous connaissons à Kinshasa ce qu'on appelle le délestage. Les jours impairs, tel type de quartiers sont servis en énergie électrique et le jour impair, d'autres quartiers. Et alors, l'obscurité favorise cette criminalité et également la fourniture de l'eau potable. Il y a une carence, il y a un déficit. Et les jeunes dames, ou même les filles, avant d'aller à l'école, se lèvent à 4 heures ou à 5 heures du matin pour aller se ranger devant un seul robinet. Et pendant ce temps-là, il y a aussi des cas où on assiste à des viols, à des viols des jeunes filles, des viols des dames, simplement parce qu'elles sont allées à la recherche de l'eau. Alors, il faut qu'il y ait des aides, ça serait orienté notamment vers ces denrées quotidiennes et dont on ne peut se passer. Et aussi, si on a besoin d'aide, ça serait également dans le cadre ou dans le secteur de l'éducation, parce qu'on dit toujours que l'homme, c'est la clé du développement et que si on n'investit pas dans l'homme, même si on a de bonnes infrastructures, ça ne va pas conduire loin. Donc, nous avons besoin d'être accompagnés, notamment sur le plan de l'éducation, avoir des bonnes écoles, avoir des centres de récupération, avoir des centres pour la formation continue des adultes. Ce sont des éléments, je crois, qui peuvent aider à la reconversion des mentalités. Indeed. And thank you. Yes. And Merci. Oui, tout à fait. L'éducation est cet élément auquel moi-même
Je n'ai apporté pas d'attention, même dans le sens institutionnel et même dans le sens plus large du terme. En fait, c'est un vaste sujet, contigu à la violence urbaine, car les écoles dans beaucoup de grandes villes du monde devraient, mais ne peuvent pas, servir comme endroit faisant la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Même dans certaines économies émergentes qui vont assez bien, où l'école ne dure que la moitié de la journée, comme au Brésil, où il n'y a pas d'école, tout simplement, du moins dans les quartiers bidonvilles, par exemple au Caire. Cela suggère que beaucoup pourrait être fait pour créer des établissements d'enseignement et des styles favorisant l'éducation. Et je suis fasciné par ce sujet, toute la question de l'éducation comme facteur dans la violence et l'insécurité dans les villes. Mais je me tourne ici vers l'auditoire ainsi que vers l'auditoire qui assiste par Internet. Nous recevons des questions par Internet, mais je me demande d'abord s'il y a quelqu'un ici même qui a des questions pour nos panélistes. Il y a 2 microphones dans la salle, il faut y approcher. Alors, je veux un être humain pour poser la première question plutôt qu'un cybernaute. Je suis avec l'équipe de justice, sécurité et gouvernance du CRDI. Ma question est pour les 3 panélistes touchant la question de la gouvernance locale. De savoir s'il y a relation, selon votre expérience, entre le genre de gouvernement local et la gestion des villes et, d'autre part, le genre d'intervention pour réduire l'inégalité, pour la promotion de la cohésion sociale et la réduction de la violence. D'autre part, oui. Donc, est-ce qu'il y a une relation causale, là? Et aussi, savoir si les interventions relèvent du système politique plus vaste, plus ou moins centralisé, ce qui fonctionne pas, dans chacun de vos contextes. Est-ce que quelqu'un veut attaquer le sujet parmi nos panélistes? Bon, je vais y aller. Oui, la gouvernance joue un rôle important pour améliorer la situation, mais la manière que j'ai présenté mon projet et ce que nous visons, c'est comment le gouvernement est participatoire et inclusif, le gouvernement local, car si elle comprend les pauvres comme élément participatif, la probabilité que le gouvernement soit efficace est beaucoup plus élevée que si ce gouvernement ne les inclut pas. Il est élitiste. La situation de la gouvernance locale continue à avoir laissé très peu de place aux pauvres et aux marginalisés participants. Et lorsqu'ils participent, le gouvernement local devient beaucoup plus efficace quand il s'agit de la mise en œuvre de changements, la mobilisation communautaire. L'un des défis qui semble se présenter pour des programmes de cette nature, lorsqu'ils ont commencé, pour vous donner un exemple concret, on avait un programme qui était un centre de ressources du gouvernement de Delhi, mais seulement pour les préoccupations touchant la justice, le système juridique ou la santé et la nourriture. Sur une période de temps, c'était un des programmes favoris du ministre responsable de Delhi et donc est devenu un programme à succès. Il y avait des équipes et les activités de ces centres ciblaient différents domaines, y compris la formation professionnelle et la nutrition et les services de santé dans des camps. De nombreuses questions
au sujet des droits juridiques des pauvres sous divers paramètres, et ça a été abordé dans ce genre de centre. Et les gens qui opéraient ces centres tâchaient de joindre la population. Mais cela étant dit, savoir si cela devient vraiment un élément de transformation pour faire participer ou opérationnaliser les mécanismes de gouvernance locale, eh bien, il y avait un manque de leadership au niveau local pour faire que cela se fasse. Il n'y a pas de leadership naturel dans ces endroits. Là où on avait du leadership, cela a opérationnalisé très bien le centre comme facteur de participation. Et la gouvernance locale pouvait être plus participatoire, mais ça a été très difficile de l'initier. Et c'est là le lien à l'éducation, le niveau ou le supérieur d'éducation, etc., peut contribuer à des programmes de formation de leadership dans nos systèmes scolaires en encourageant la participation quand les jeunes sont à l'école, fréquentent l'école. Et avec cet engagement et le besoin de ce genre d'initiative, en identifier des gens qui sont de futurs leaders et s'investir en eux. On parle de sites situés dans des bidonvilles ou autres endroits comme cela. Et le potentiel pour que ce genre de leadership naturel surgisse n'est pas toujours présent. Et le programme le plus élevé pour ce programme, bon, je l'utilise simplement comme un exemple. C'est pas lié directement à votre question, mais ça peut être lié au manque d'un genre de leadership qui est nécessaire pour vraiment mobiliser et rendre opérationnel le gouvernement local, le rendre efficace. Ultimement, on aura la situation qu'on a en Inde, où on a, au niveau rural, c'est ce qui se fait, où beaucoup de femmes participent au gouvernement local, connaître, savoir leur efficacité, que, par exemple, est toujours question non réglée. Bon, peut-être il y a des changements. Certains États ont été efficaces à ce qu'elles puissent contribuer au changement, d'autres moins. Mais ce défi, dans un contexte où on parle de capacités humaines et le niveau où ils peuvent opérer, et c'est ça la question. Il nous faut garder ça à l'esprit. Si vous le permettez, je veux maintenant prendre une question qui vient de l'Internet. Voici une question qui nous vient de la ville de New York, de Eduardo, qui s'adresse au docteur Ignacio Cano. Pouvez-vous discuter la politique touchant le UPP? C'est le nom de ces interventions qu'on discutait. Bon, l'unité de police pacificatrice, en particulier ce qui est incitatif, c'est la question, au niveau de l'État et de la municipalité, les intérêts d'affaires pour appuyer une nouvelle approche aux favelas, pour refaire l'image de la ville. Est-ce que cette approche représente une opportunité politique pour les progressistes de la base de faire pression pour une transformation plus importante et à plus long terme dans la vie politique et sociale à Rio? Alors, même si la raison est cynique d'avoir établi ces interventions, ne peuvent-ils pas offrir une opportunité aux activistes de faire un vrai changement? Bon, on a arrêté de juger les motifs depuis longtemps. Maintenant, on regarde les retombées. Alors, quelles que soient les raisons, même les plus noires, si le résultat est positif, on accepte. La limitation à cet égard, c'est que, comme je l'ai dit dans mon topo, le projet que l'élite a à l'esprit pour Rio de Janeiro, devenir un centre de tourisme et de services au niveau mondial, exige que certains secteurs de la ville soient tranquilles, paisibles, sans se préoccuper de ce qui se passe à la périphérie, dont nous tâchons de profiter de ces vagues pour transformer la société, mais cela paraît très clair sur une carte, par exemple. Le gouvernement nous dit
que cela n'a rien à voir avec la Coupe mondiale, mais si vous regardez le nombre d'unités de pacification autour du stade, bon, évidemment, on rit un peu quand ils disent que ça n'a rien à voir avec les Jeux olympiques, etc. Alors, c'est la question de savoir jusqu'à quel point on peut utiliser cela. Ces unités de pacification, pour nous, c'est une occasion de transformer et la police et la politique publique par rapport à la guerre sur les drogues et le crime. Et cela se produit à certains endroits de la ville. Mais les autres secteurs, bon, c'est l'ancienne politique qui s'applique. Donc, nous pourrons utiliser ça peut-être comme un bon exemple, mais la question demeure ouverte. Il y a aussi un risque d'une réaction négative. En 2017, il y aura moins d'argent, moins de visibilité internationale. Peut-être que vous ne serez pas, vous ne me verrez pas à la conférence. Et suite à cela, l'argent qui restera fera l'objet de tentatives de crime organisé de mettre la main dessus. On n'aura peut-être pas réussi à transformer la ville tout entière. Bon, y a-t-il la possibilité là de la possibilité de création de nouvelles pratiques exemplaires par la police et changer toute l'approche à la police? Oui, oui. Il s'agit de nouvelles pratiques meilleures, mais la recherche récente montre que 60 à 70% des policiers dans le projet préfèrent travailler dans la police traditionnelle parce qu'ils croient que ces nouveaux projets, c'est pas de la vraie police. C'est quelque chose de très amusant, etc. Alors, transformer les esprits exige beaucoup de temps et c'est très difficile. Mais transformer la mentalité de la police est très récent dans l'Ouest aussi. Elle se pris beaucoup d'efforts. Mais je pense qu'il y a eu plus de succès que d'échecs ces dernières années. C'est une nouvelle idée. Oui. Prenons une autre question. Au microphone, là, monsieur. Derek Ireland. Je suis expert conseil local et sur une période de 15 ans, jusqu'à il y a quelques années, j'ai pu travailler dans des projets d'infrastructure dans les environnements urbains en Chine et d'autres villes d'Asie. Dhaka et Karachi, notamment. Et ce qui m'a frappé quand je faisais ce travail, c'est que la classe moyenne et la classe supérieure reçoivent les services environnementaux dans leurs quartiers riches. Et ces services, bien entendu, n'étaient pas du tout disponibles pour les classes dites inférieures, c'est-à-dire les taudis, les endroits à plus faible revenu, et qui payaient donc 10 fois plus cher pour l'eau, par exemple. L'eau potable que les gens riches. Alors, la sécurité environnementale, j'appelle ça comme ça, est-ce que cela joue un rôle dans le genre de travail que vous faites pour ce qui est de justice, d'équité, mais aussi l'efficacité qui pourrait être meilleure si on livrait ces services-là? Est-ce que cela joue un rôle dans votre travail? Est-ce qu'il y a un lien entre la sécurité personnelle et la sécurité environnementale et le genre de problèmes qu'on voit dans certains de ces quartiers à plus faible revenu dans vos villes? Bon, on va demander au docteur Kim Yampa de répondre à cette question. Y a-t-il l'indication que si on pouvait bonifier l'infrastructure, que beaucoup de ces bidonvilles, une ville comme Kinshasa, par exemple, bénéficieraient de meilleurs résultats en matière de sécurité et de violence? Merci pour la parole, mais vous permettrez à ce que je dise un petit mot avant, en rapport avec la question à laquelle ma collègue a répondu avant de passer à la question présente. C'est ce qui touche à disons, les rapports entre la gouvernance locale et la sécurité. Je voudrais dire qu'au Congo, sans vouloir tout récuser, l'administration locale n'est pas très efficace pour deux raisons. La première raison, nous avons été pendant environ 35 ans de règne d'un président qui nous a déjà quittés. Nous avons été pratiquement à tous les niveaux appelés à développer le militantisme politique qui était devenu le critère le plus important dans les choix des gouvernants, dans les choix des responsables des municipalités. Au degré de militantisme correspondait la possibilité d'obtenir une charge publique. Et ça, ce n'était pas une bonne chose.
Mais maintenant, avec l'avènement de la démocratie à travers les élections auxquelles j'ai déjà fait allusion, tout le monde se disait qu'on va corriger la chose. Malheureusement, les élections au Congo, du moins peut-être ce sont les 2 premières expériences, semblent encore être tributaires assez des élans ethnicistes. On vote pour un tel parce qu'il est de chez moi. Ce n'est pas parce qu'il est le meilleur. Et alors, quand on arrive à la gouvernance avec ce genre de sélection qui défavorise la méritocratie, on ne peut qu'avoir une administration au rabais. Maintenant, la question qui venait de m'être posée, c'est celle de savoir si le fait de lever les options pour pouvoir investir dans ce que moi j'appelle les zones de squatting qui peuplent nos villes, si en allant là-bas avec la volonté de les transformer, de les changer du point de vue de leur morphologie et du point de vue aussi des réponses aux besoins existentiels de ces quartiers-là, est-ce que ça peut, oui ou non, avoir un impact sur la sécurité que nous recherchons? Je devrais peut-être, comme analyste, dire, je ne peux pas dire globalement oui, comme je ne peux pas non plus affirmer que ça n'aurait pas d'impact. Il est nécessaire à ce qu'on le fasse d'abord parce que ces gens-là ont besoin d'accéder à une vraie urbanité, à vivre les conditions des villes. Et après, on verra. Mais, parce que la question m'est quand même posée, je vais quand même prendre quelques petits risques pour dire que si cette intervention est faite de manière sincère et de manière à faire comprendre aux résidents de ces quartiers pauvres qu'on leur fait ça parce que c'est leur droit, hein, et non le faire un peu sous forme de dédain ou sous forme d'un cadeau qu'on leur offre. Je crois qu'ils peuvent se montrer conciliants et cet impact peut être tout à fait positif, mais comme je n'arrêterai pas de le répéter, il faut que cette transformation des conditions physiques de l'environnement soit accompagnée par l'éducation, hein, pour que ça puisse avoir un impact durable. And that's a superb summary. Et voilà un excellent sommaire de la situation et du défi. Je crois qu'il y a une leçon qu'on peut retenir de la complexité que l'on peut retirer le sujet malheureusement trop simplifié, c'est qu'il n'y en a pas de solution magique, d'intervention miracle qui va apporter des changements. On ne peut pas dire « réglez ça et tout sera beau. Il régnera la paix et le bonheur ». Non. On peut l'appliquer à nos propres villes, notre propre échapper de la violence n'a pas résulté de la planification, de l'urbanisme, des écoles, du changement de la police, mais plusieurs de ces choses qui ont su converger. Et nous espérons pouvoir voir des villes dans l'Est et le Sud aussi, avoir cette synergie de facteurs. Bon, je crois que nous avons épuisé l'une des ressources qui nous ont été confiées ce matin, à savoir le temps. Et ça, c'est pas une ressource renouvelable, en parenthèse, hein. Et j'aurais voulu que nous poursuivions la discussion toute la journée, parce qu'on est comme sur une lancée, là. Il commence à y avoir une interaction utile. Mais pour le moment, et pour l'auditoire qui écoutait la diffusion sur Internet, nous devons vous remercier, panélistes, vous aussi qui êtes présents ici, soit dans la salle ou sur Internet, pour le CRD d'avoir été l'hôte de cet événement, et vous tous qui avez participé donc à cette discussion si fascinante. Merci beaucoup.
Thank you, Doug. Merci, Doug. La question devant nous, c'est de savoir comment rendre nos villes plus sûres. Vous avez vu la complexité de l'enjeu, ainsi que les divers éléments sous-jacents au sujet. Comment la recherche pourrait donner lieu à des interventions et à une meilleure compréhension pour améliorer la situation. Seulement 3 des 15 projets commandités par nous et le ministère britannique ont été présentés, mais aux tables à l'extérieur, vous avez des pamphlets qui décrivent ces projets tous et chacun. Nous avons aussi un site Internet au CRDI où vous pouvez aller chercher de l'information, même avoir les coordonnées de chacun des équipes de chercheurs. Je vous encourage de suivre leur travail au fil des années à venir. Veuillez ne pas applaudir avant la toute fin. Alors, premier remerciement à Doug Preet, Inasso et Sylvain qui nous ont apporté des aperçus du terrain de façon vraiment intéressante et authentique. J'aimerais aussi remercier John DeBoer, le chef de notre projet de justice et gouvernance, ainsi que Ian King, qui représente le ministère britannique là-dessus, qui sont les innovateurs au sein de leurs équipes pour le financement de cette initiative et ce programme. Vous méritez aussi que l'on reconnaisse cela, ainsi que tous les collègues qui collaborent au programme. Merci à l'équipe de communication du CRDI, de l'administration. J'ai cru dire qu'il y a pu avoir de la difficulté avec l'interprétation à un moment donné. On va régler ces problèmes techniques la prochaine fois. Grand merci aux interprètes pour leur service. Mais ce qui est le plus important, c'est merci vous, auditoire du CPAC, qui aurez l'occasion d'écouter notre topo. Et vous tous ici dans la salle, amis, collègues, c'est toujours un plaisir avec moi de vous souhaiter la bienvenue chez nous au CRDI. Où on peut avoir des innovations qui émergent et surtout un impact sur les populations avec lesquelles on travaille. So thank you very much everyone and see you next time. Merci à vous tous et à la prochaine fois.